Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver une nouvelle année, une nouvelle saison également pour Canal Enquête. Eh bien, nous allons continuer par vous proposer des reportages inédits. Eh bien, ce soir, nous allons vous plonger dans les grands chantiers qui changent le visage de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Des centaines de milliards sont investis. Ponts, routes asphaltées, centre commercial, marché urbain, hôpital de référence, parc urbain géant. Vous allez comprendre ce soir dans Canal Enquête les enjeux et les défis autour de ces ouvrages impressionnants, mais aussi voir le talent de nos architectes qui réinventent la ville. Eh bien, mettez votre casque de sécurité, votre gilet également, et c'est parti, les grands chantiers, le Bénin en vrai. Ville capitale économique du Bénin, Cotonou se métamorphose. Cotonou est la ville la plus bouillonnante de toute l'Afrique, je dirais. De grands chantiers se multiplient, d'immenses constructions voient le jour. Ça, c'est l'hôpital de référence de Calavi dont tout le monde parle. Des centaines de milliards de francs CFA sont investis. Routes asphaltées, hôtels aux standards internationaux, aéroports rénovés, ponts, logements sociaux, parc urbain géant, hôpital de référence, des marchés urbains, des cités administratives sortent de terre. Au cœur de ces grands chantiers, un métier se révèle et laisse voir toute son évolution au Bénin. L'architecture. C'est tout l'univers de l'architecture que nous allons explorer avec vous dans ce numéro de Canal Enquête. Installez-vous confortablement. Nous allons vous plonger également au cœur de ces grands chantiers qui changent le visage de Cotonou et d'Abomey-Calavi et plus largement du Bénin. De grands ouvrages, de grands enjeux et aussi de grands moyens pour réinventer les villes. C'est l'un des ouvrages les plus attendus dans le paysage sanitaire. Le centre hospitalier et universitaire de référence d'Abomey-Calavi. D'un coût total de 116 milliards de francs CFA, les travaux sont prévus pour durer 36 mois. Il a une capacité de 436 lits et dispose de services de pointe. C'est un géant de béton et de fer qui domine le chantier. À ce jour, 60% de cet édifice a été réalisé. Sur ce chantier, un nombre considérable d'ouvriers s'active pour finir les 40% des travaux restants. Ce jour, nous avons rendez-vous avec Narcisse Justin Soglo, architecte local, représentant Michel Beauvert sur l'exécution de ce chantier. Ça, c'est l'hôpital de référence de Calavi dont tout le monde parle. Donc, c'est un projet qui a révolutionné quand même la construction dans notre pays. Du point de vue envergure, ça, c'est déjà clair. Vous voyez, des projets ambitieux comme ça dans tout pays, je crois que ça ne circule pas. Donc, le cas du Bénin n'est pas un cas exceptionnel. Donc, c'est la même chose. Avoir un hôpital de cette taille, je crois qu'on peut rêver. Depuis le CHU Hubert Koutoukou-Manga, on n'a pas autre chose. Vous connaissez aujourd'hui l'état de l'hôpital, de notre seul hôpital qu'on avait jusque-là, à part l'hôpital d'instruction des armées et puis les autres CHD que nous avons. Donc, aujourd'hui, l'arrivée de ce projet permet quand même de régler beaucoup de problèmes. Ce projet d'envergure est ambitieux et mettra le Bénin au rang des pays de référence en matière des soins de santé de qualité. Ici, le défi architectural est grand et pour le relever, le gouvernement a fait appel à une expertise étrangère, Bouygues Bâtiment International et Michel Beauvais associés. Concevoir un petit bâtiment d'habitation n'est pas la même chose que concevoir un bâtiment spécifique. Et surtout dans le milieu hospitalier, ce n'est pas donné.
Ouais, c'est pour cela que dans le cadre de ce projet, le gouvernement a fait appel à des compétences extérieures, des gens qui sont habitués à faire le job. Et c'est pour cela que nous aussi, nous sommes à côté pour encore apprendre. Ces dernières années, les grands chantiers se multiplient au Bénin. Ici, nous avons l'APATAM, qui constitue l'accueil de tous ceux qui arrivent à l'hôpital. Donc, nous avons le A1, le A2 et le A3. Donc, dans ça, nous avons accueil, dialyse, enseignement, cafétéria, les amphithéâtres, l'administration, courrier archives, donc dans tout ceci. Au début, ici, nous avons le férarium. Donc, ça, c'est service mortuaire. Et quand on évolue dans la circulation, nous avons l'hospitalisation numéro 3. L'hospitalisation numéro 2 et l'hospitalisation numéro 1. Et ici, nous avons les logements de fonction. Il y a 3 blocs de logements de fonction que nous allons voir sur le site. De ce côté est, nous avons les blocs techniques. Donc ça, tout ça, c'est les plateaux techniques T3, T2, T1. On évolue de 3 jusqu'à 1. Et ici, ça, c'est bloc logistique. Donc on a les laboratoires, pharmacies, services techniques, cuisine centrale, la restauration du personnel, les vestiaires du personnel et la buanderie. Donc, tout ça, c'est ici. Maintenant, nous avons à l'arrière totalement notre centrale énergie. La centrale énergie est constituée des locaux techniques, d'une plateforme de déchets et d'une plateforme oxygène. Donc, c'est tout ça là qui alimente tout le plateau technique ici. Donc, c'est dit que ça offre une forme d'autonomie énergétique. Exactement. Parce que vous savez, pour le fonctionnement d'un hôpital, la seule chose qui ne doit manquer, c'est l'énergie. Ça, c'est obligatoire. Donc, on doit tout faire pour qu'il n'y ait pas manque d'énergie. Parce que sinon, c'est la catastrophe. Donc, on ne va pas rappeler les mauvais exemples du passé récent. Mais ici, tout est fait de manière à ce que l'hôpital soit autonome. À Cotonou, d'immenses constructions voient le jour, routes asphaltées, aéroports rénovés, ponts pour relier et faciliter la libre circulation des personnes et des biens, logements sociaux, parcs urbains géants, des marchés secondaires, des cités administratives. Nous nous sommes rendus sur quelques-uns de ces chantiers importants. Mais la construction du centre hospitalier et universitaire de référence d'Abomey-Calavi n'a pas fini de nous livrer ses secrets. C'est une voie qui va être reprise. Pour permettre de faciliter aux patients de se rendre à l'hôpital. Exactement, exactement. Et donc, entre l'hôpital de zone et l'hôpital de référence... Il y aura une forme de concurrence, non? Non, pas du tout, pas de concurrence. Ça, quand on parle d'hôpital de zone, ça n'a pas les mêmes fonctions qu'un hôpital de référence. Donc, voilà. Mais à ce niveau, il y aura un grand rond-point qui va être créé pour permettre l'accès facile vers les services de l'hôpital. Donc, ça, c'est un projet qui est imminent, qui sera fait, parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'on ait une infrastructure de cette envergure et que l'accès ne soit pas aisé. Difficile. Voilà. Même les voies qui encerclent le projet doivent être aménagées. Sur notre trajet d'Abomey-Calavi à Cotonou, Narcisse Justin Soglo, directeur du cabinet d'architecture Triomphus, nous parle d'un autre projet moins gigantesque sur lequel il travaille. Sur un nouveau projet qui concerne le bloc administratif pour le rectorat de l'université d'Abomey-Calavi. Avant que le peintre ne puisse aller vers la fin, toutes les corrections qui sont en train d'être faites là, d'accord, il faudrait qu'on les oblige à pouvoir réussir ça. Parce que quand on va finir la peinture, qu'on ne trouve pas de traces, on ne doit pas toujours trouver de traces. Parce qu'on ne va pas faire un joli bâtiment et qu'après qu'on trouve... voilà, ça, oui, ça va, ça se passe bien. Les bureaux dont le rectorat de l'université d'Abomey-Calavi a besoin. Donc on a construit un bâtiment de type R+3 dans lequel on a fait une répartition
conséquente de la nécessité pour abriter tout ce qu'il y a comme vice-rectorat et le service du secrétariat général du recteur. Et donc l'ancien bâtiment qui est là actuellement, qui abrite le rectorat, on a essayé de concevoir juste à côté et de faire une galerie qui lie les deux. Donc l'ancien bâtiment va toujours continuer à fonctionner, mais on aura également la facilité de pouvoir quitter l'ancien et aller vers le nouveau, sans sortir. Mais l'ancien sera réhabilité. Oui, l'ancien sera réhabilité. Avec bien sûr, n'importe comment, vous savez, l'université est créée quand même il y a longtemps. Et il faut quand même un bon financement pour pouvoir faire une réhabilitation conséquente. Sous nos yeux, la vitrine du Bénin se transforme. La concentration de plusieurs grands projets à Cotonou n'est plus à démontrer. La ville s'apprête à vivre également un changement important dans le développement d'activités économiques. Sur ce site, nous sommes sur le chantier de construction du marché urbain de PK3. Ici, sera délocalisé le plus grand marché de vente de friperies, Misebo. Les boutiques qui sont en couleur, voilà, d'ailleurs c'est la légende, elle est là. Elle est là. Voilà, donc tout autour, il y a ici des restaurants, donc ça c'est la partie sud là-bas. C'est en couleur jaune. En couleur jaune là. 24. Voilà, il y a 24 étals restaurants, il y a 36 boutiques pour les demi-gros. Ça c'est de ce côté, au bout là-bas. C'est ça. Voilà, bon, maintenant ça c'est l'administration. Le marché urbain de PK3 fait partie d'un ensemble de projets de construction de 9 marchés urbains dans la ville de Cotonou. Le coût global est de 32 milliards de francs CFA. À celui de PK3, il faut ajouter les marchés urbains de Toklegbe, d'Aïdjedo, de Begama, de Manantin, de Wologede, de Kadjeon, de Midombo. Les travaux sont exécutés par l'entreprise ITB. Il y a, vous voyez, c'est un système de halles. Vous voyez, donc c'est immense. Donc, vous voyez, ça ce sont les espaces pour chaque vendeur. Donc, avec ces petits murets, l'espace est dédié à chaque vendeur. Ça fait comme des dimensions? Nous avons des dimensions différentes en fonction de la destination. Donc, on a des dimensions de 2 mètres sur 3. Voilà, il y a des 3 mètres carrés, il y a des 6 mètres carrés. Voilà, donc c'est des modules qui sont faits. Voilà, donc et c'est ça que vous avez sur tout ce que à gauche et à droite, donc jusqu'au bout là-bas. Voilà, maintenant en périphérique, nous avons des boutiques plus consistantes. Vous voyez, et donc ceux qui ne vont pas vendre en vrac ici peuvent prendre les boutiques et être à l'extérieur. Voilà, donc quand nous évoluons vers là-bas, il y a l'espace vide au milieu qui permet d'aérer le marché. Ouais, ça c'est un vide qui est laissé spécialement pour permettre d'avoir un éclairage de ces deux. Naturel. Voilà, naturel et une ventilation aussi complémentaire. Déjà même le système de construction qui est utilisé déjà permet d'avoir une aération à travers la hauteur. Il y a une forme d'ouverture là. Voilà, c'est ça, on appelle système de shade. Ces shades-là qui sont en métallique laissent l'ouverture à partir du haut. Donc, et avec le débordement, ça empêche même la pluie de pouvoir rentrer dans le marché. Ici où c'est laissé vide, vous avez vu, on a prévu des caniveaux. Donc même si l'eau tombe ici, ça rentre dans les caniveaux et ça disparaît. Donc ça ne risque pas d'envahir tous les, comment appelle-t-on, les marchands qui sont de part et d'autre. Alors en termes de capacité maintenant? Oui, ici nous avons jusqu'à 5000 places. Pour, précisément. Pas plus, pas moins. Non. Et les boutiques également, nous avons presque 270 boutiques. Voilà. Donc, plus les 5000. Oui. Donc, voilà. Et ce n'est pas suffisant. Hein, si je peux vous dire que dans le point qui est fait, le recensement de ceux qui doivent venir ici, je crois qu'on est encore serré. Avec l'installation des grandes industries au Bénin, l'appétit en construction privée ou à caractère professionnel ou commercial s'accroît.
dans cette ville de Cotonou en pleine mutation, le besoin d'une architecture exemplaire, à la fois originale, moderne et écologique, est plus que jamais un défi. Romari Katoke est le jeune architecte qui se trouve derrière le cabinet Global Archiconsult. Il est considéré dans le milieu comme l'un des meilleurs architectes de sa génération. Alors aujourd'hui, je pense que Cotonou est la ville la plus bouillonnante de toute l'Afrique. Je dirais pas seulement de l'Afrique de l'Ouest, c'est la ville la plus bouillonnante. Quelqu'un qui est venu à Cotonou il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, même à 6 mois d'intervalle, il sent automatiquement la métamorphose. C'est une mutation sans précédent. Donc je pense que la ville, elle se bâtit, tant en infrastructure routière, tant en infrastructure bâtiment. Il suffit de prendre le boulevard de la Marina aujourd'hui, qui est la plus grande artère de Cotonou. Je pense que la mutation, elle est en cours, elle s'opère et elle continue. Donc il y a une grande mutation urbaine, architecturale qui est en train de se faire. Et nous, on ne peut qu'être fiers de cette mutation-là. Au cœur de ces grands chantiers, c'est le métier d'architecte qui se révèle et laisse voir toute son évolution. Alors aujourd'hui, les défis du métier, déjà, c'est sur l'environnement. Surtout l'environnement. Exactement. Il faudrait qu'on puisse concevoir des projets respectueux de l'environnement, avec une empreinte je dirais, verte, et qui soient des bâtiments qui soient non énergivores, qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, qui a un microclimat à l'intérieur, parce qu'on parle de changement climatique. Donc aujourd'hui, concevons déjà et bâtissons des bâtiments qui répondent déjà à une certaine dynamique verte. Mais quelle part est réservée aux architectes béninois dans l'exécution de ces grands chantiers? Et évidemment, aujourd'hui, je pense que les grands travaux qui ont été engagés par le gouvernement, l'État béninois, c'est des projets d'envergure. Je vais en citer quelques-uns. Quand vous prenez par exemple la cité ministérielle aujourd'hui, qui est érigée sur quand même plusieurs hectares, c'est un projet ambitieux, très grand. Vous prenez par exemple aussi l'Assemblée nationale à Porto-Novo, pour changer un peu et ne pas rester que sur Cotonou. L'Assemblée nationale également, c'est un gros projet. Donc quand on voit ces projets-là, complètement, c'est des projets qui demandent une certaine expertise. Et parfois, on ne l'a pas forcément localement, parfois on l'a, mais il suffit juste qu'il y ait aussi une synergie entre international et locaux pour pouvoir mener à bien ces projets-là et surtout les contextualiser. Parce qu'un projet, vous n'allez pas prendre un projet, je sais pas, même au Nigeria et l'implanter au Bénin, de la même manière que vous ne prendrez pas un projet de Washington et l'implanter à Cotonou. Donc, étant donné que nous n'avons pas eu assez de ces projets au Bénin, naturellement, si on doit se mettre dessus, il faut avoir apporté des compétences pour nous accompagner. Donc, c'est pour cela que sur pratiquement tous les projets où le chef de l'État ou le gouvernement fait appel à des compétences extérieures, il y a obligatoirement un cabinet béninois qui est associé à cet étranger. Parce qu'il doit avoir nécessairement le transfert de compétences. Et même les tests de la République obligent à ce que tout projet qui doit se réaliser au Bénin soit mené ensemble avec un architecte béninois, que nous appelons communément un architecte local. Parce que tous les projets doivent nécessairement bénéficier d'un permis de construire. Et pour obtenir un permis de construire, il n'y a que l'architecte béninois qui puisse porter le dossier vers les institutions qui délivrent le permis. En plus des grands chantiers qui s'opèrent, Cotonou change de visage aussi grâce à des constructions à caractère privé, professionnel ou commercial qui apportent une plus-value à l'image de la ville. Romari Katoke intervient le plus souvent sur la construction des appartements privés, des villas.
Tout le monde a droit à un abri, à un toit, mais tout le monde n'a pas droit à une architecture. C'est très primordial, parce que je peux, pour me vêtir, en tant qu'humain, on a le droit de se vêtir. Que je me mette en t-shirt, en cache-sexe ou je ne sais pas quoi, je suis vêtu. Par contre, quand je veux porter un habit de marque, là je m'habille. C'est pareil pour l'architecture. Et le Béninois, lui, il veut avoir un toit, mais il ne veut pas dépenser. Il veut avoir une architecture, mais il ne veut pas dépenser. Donc le paradoxe, il est là. Dans son cabinet, il scrute la conception graphique d'un projet sur lequel il travaille. Voilà, donc le volume 3D, la 3D, c'est ce que voit, c'est ce qui sublime en fait le bâtiment, si vous voulez, où on voit toutes les façades. Donc cette façade, on va la traiter en fonction de la position des fenêtres, des portes, de tout ce qui est élément architectural qu'on retrouve sur la façade. Donc là, on voit très clairement le volume. Ici, on a une entrée du garage, donc deux entrées parce que c'est deux villages jumelles en fait qu'on est en train de faire. Donc avec un axe au milieu, donc qui fait la symétrie. Pour voir à quoi ressemble l'exécution de ces chantiers, il nous donne rendez-vous dans un quartier très bien situé, en bordure de mer, une zone qui connaît d'ailleurs un boom en matière de construction de luxe. Une fois sur le chantier, Romary Katoke constate le retard de son chef chantier. Mais c'est pas une raison. Normalement, tu viens d'abord, tu m'appelles, qu'est-ce que tu me demandes, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai ce matin, Cela le met dans une humeur rouge. Donc, ici, ça, c'est. Ils n'ont pas encore fini, ils ont juste monté les murs, c'est ça? Ils vont trépied dans la journée d'aujourd'hui, ce sera trépied. D'accord. Il faut qu'ils respectent, dans le trépissage, il faut qu'ils respectent un peu la ligne. Parce que là, je vois que le mur est déjà un peu penché. Ils n'ont pas rattrapé du tout. D'accord. Ok, d'accord. Ici, le staff a été fait. Ça a été validé par le contrôle technique. Il a mis combien de spots? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 4 sur 7 lignes, 4 ici également. Ok, d'accord. Alors ici, nous avons un immeuble R+2, donc rez-de-chaussée plus 2 étages, avec une toiture accessible, qui est un immeuble d'appartement, avec toilettes visiteurs, toutes commodités comprises. Et au premier et au deuxième étage, nous avons 3 chambres, un séjour, une cuisine, toilette visiteur, balcon, toute commodité. Donc voilà ce que nous avons au rez-de-chaussée, premier, deuxième étage. Et au dernier étage, on a mis une salle polyvalente qui peut être polyvalent. Pourquoi? Parce qu'on peut l'utiliser à destination d'un bureau, d'une salle de réception ou d'une salle de sport également, ou d'un lounge bar, parce qu'on a fait les arrivées d'eau à dessein pour que demain, quand vous avez des invités que vous devez recevoir en haut, vous puissiez les recevoir, avoir de l'eau à côté et avec une toilette visiteur. Ça, c'est très important. Parce que celui qui monte au troisième étage, je vais le dire, n'a pas besoin de descendre jusqu'au rez-de-chaussée à chaque fois qu'il a envie de faire un besoin. Donc ça, c'est des fonctionnalités auxquelles nous pensons dans toute conception de projet que nous faisons. Donc écoutez, elle est salée. Pourquoi? Elle est salée parce que là, on n'est pas loin de la mer. Il y a l'embrun marin et ne construit pas, pas loin de la mer qui veut, mais qui peut. Parce qu'une construction qui est à 50 000 bornes de la mer n'est pas une même architecture que vous avez avec vue sur mer. Parce que vous avez l'embrun marin, le coût des matériaux change à cause de la finition, de type de matériaux. Quand vous construisez en bordure de mer, il faudrait que vos matériaux soient inoxydables, en matière inoxydable. Les poignées, tout ce qui est métallique, tout ce qui est garde-corps, même au niveau des éléments électriques frigorifiques. Sinon, vous êtes mis dans une situation où vous changez toute la serrurerie, tous les éléments qui sont des matériaux métalliques, vous les changez à chaque 3 mois. Avant son départ pour un autre chantier, Romary Katoke laisse des consignes. À ce moment-là, alors, il faudrait que vous puissiez réceptionner la surface de la dalle pour que quand il vient, il puisse poser en même temps ses petits filetés et faire le faux plafond. Et j'avais insisté la dernière fois sur l'épaisseur du faux plafond, du plâtre. Il faudrait qu'on ait du 150. Bon, parce qu'après, il faudrait que le faux plafond puisse tenir les ampoules et tout ça. La grosse complication dans l'exécution des chantiers en général aujourd'hui est la disponibilité des matériaux. Les gros projets qui sont engendrés aujourd'hui sur l'échelle du territoire béninois, fait qu'il y a pénurie de matériaux. Pas que, il y a aussi justement la montée des prix à cause justement de ce qu'on connaît. On a parlé de la Covid, on a parlé de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, en termes de matériaux localement,
on parle du sable. Le sable, voilà, il y a des carrières définies par l'État où justement nos fournisseurs s'approvisionnent et parfois, vu l'échelle des projets dans le pays, on manque de matériaux. Parfois, il y a des carrières qui sont fermées, il y a des camions qui attendent, donc ils nous livrent en 2-3 jours. Donc ça, c'est un retard que nous, justement, par effet boule de neige, on ressent. Je prends l'exemple également des graviers qui rentrent dans la formulation du béton. Là aussi, de temps en temps, vous avez des fournisseurs qui nous livrent, qui nous parlent de pénurie. Ils passent de 3 jours à faire la queue, un peu comme quand il y a pénurie d'essence. Donc ça également, on se doit d'anticiper parfois quand on est au courant. Mais quand on n'est pas au courant et que ça vient, ça tombe sur nous. Et puis 3-4 jours de pénurie, c'est assez énorme. Devant cet immeuble entièrement construit et réalisé par son cabinet, c'est le sentiment du devoir accompli qui l'anime. Avec la métamorphose qui s'opère et la construction des villas et immeubles de luxe qui poussent comme des champions dans les quartiers huppés, Cotonou devient progressivement un refuge de grosses fortunes. Érigée en plein cœur de Cotonou, la toute nouvelle et belle cité administrative offre déjà aux Béninois une imposante architecture. La construction d'une cité administrative vise à mettre un terme définitif au patrimoine bâti de l'État et réaliser des économies d'échelle. Selon la fiche signalétique du projet, ensuite, la CIMO facture les loyers mensuels à l'État et encaisse les produits qu'elle utilise pour le remboursement de la dette. À la fin de la période du projet, le patrimoine revient à l'État. Coût du projet, 69,8 milliards. Si à Cotonou, les travaux d'aménagement de la cité administrative évoluent normalement, sur le site d'Arosubeta, dans la commune d'Abomey-Calavi, les ouvriers ont récemment manifesté et dénoncé les conditions de travail. Ce qui se passe ici ce matin, ce sont nos mauvaises conditions de travail actuelles que nous sommes en train de mener sur ce site, sur la cité administrative d'Arosubeta, un projet du gouvernement. À l'intérieur du pays, d'autres projets d'envergure sont en cours d'exécution. Avec ses infrastructures impressionnantes, le Bénin se réinvente et devient progressivement une nouvelle attraction dans la sous-région. Et bien voilà, mesdames, messieurs, c'était là notre grand reportage, grand chantier, le Bénin en vrai. Dans la deuxième partie de cette émission, vous le savez, je suis avec mes invités. Je vous présente monsieur Narcisse Justin Soglo. Vous êtes le vice-président de l'Union des architectes d'Afrique, mais également directeur du cabinet Triomphus. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Merci et merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir pour moi. Et puis en face de vous, monsieur, bien entendu, Aimé Paul Gonzalez, vous êtes le président, le tout nouveau réélu, bien entendu, de l'Ordre des architectes du Bénin. Merci d'être là avec nous ce soir. Merci, bonjour à vous. À côté de vous, monsieur Romain Katoki, architecte et puis directeur du cabinet global Archiconsult. Merci aussi d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Et le seul qui ne soit pas architecte, monsieur Alfred Rouillon, merci vraiment d'être avec nous. Vous êtes le président de l'ONG Agir. Allez, je commence avec monsieur Narcisse. Dites-nous, depuis notre dernier passage sur le site de construction de l'hôpital, les choses ont évolué? Ah ben oui, bien sûr, ça évolue tous les jours. Tous les jours. Je crois que si vous faites un nouveau tour là-bas, vous serez vraiment agréablement surpris que la grande partie
qui était en cours, c'est la PATAM. Vous allez voir que ça a beaucoup évolué depuis votre passage de la dernière fois. Parfait. Allez, avec vous, nous allons parler de l'avenir, de l'architecture sur notre continent, bien entendu dans la sous-région. Alors, comment se porte l'architecture sur le continent? Très bien. Puisque vous êtes le vice-président de l'Union des architectes d'Afrique. Oui, effectivement, j'ai été élu le 6 juillet 2022 à Rabat au Maroc, vice-président de l'Union des architectes d'Afrique pour la région ouest. Okay. Ouais, puisque l'Union des architectes d'Afrique est constituée de 5 régions, donc dans l'ouest. Donc il y a l'ouest, l'est, le nord, le sud et le centre. D'accord. Voilà. Donc moi je suis au niveau de l'ouest. Voilà. Alors aujourd'hui, comment ça évolue ce métier sur le continent? Vous savez que l'architecture est notre passion d'abord, et maintenant dans la visibilité de l'exercice de cette profession, je crois que vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique regorge de beaucoup de potentialités en matière d'abord de professionnels et en matière d'équipement que nous voyons aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'architectes africains qui sont connus, mais que nous ne voyons pas. Mais vous savez très bien que tout récemment, sur le plan mondial, nous avons été honorés d'avoir le meilleur prix que tout le monde recherche. Et c'est notre confrère burkinabé, ou bien comment on appelle-t-on, burkinabo ou germano-burkinabé, Francis Kéré, c'est ça, qui a remporté le meilleur prix. Ça nous a fait... ça montre une percée des Africains au plan international. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas visible tout de suite, sauf c'est quand on a de ces prix-là qu'on sent que vraiment il y a quand même des architectes africains qui sont vraiment connus sur le plan international. Voilà. Allez, je vais poser la même question à M. Aimé-Paul Gonzalez, président de l'Ordre des architectes du Bénin. L'évolution de ce métier chez nous au pays, au Bénin, comment ça se passe, comment ça évolue? Si on peut se réjouir de ce que du côté, enfin dans la sous-région, on peut voir déjà cette évolution avec le Burkinabé. Au Bénin, comment ça évolue? Oui, mais au Bénin, je peux dire que c'est une évolution progressive et collégiale. En entendant qu'un Béninois décroche un prix. Ça viendra, on dit amen. Béninois, parce que le moment viendra où les Béninois également vont atteindre ce niveau avec le temps. Parce que actuellement, les chantiers sont en cours. D'ici 2-3 ans, ces chantiers seront terminés et je crois que les responsables politico-administratifs n'hésiteront pas à plébisciter, sinon à honorer nos confrères architectes, les cabinets d'architecture, parmi lesquels figurent ceux-là actuellement, Narcisse Oglo et puis à Togo Romaric. Je crois qu'ils n'hésiteront pas à les plébisciter, à les féliciter, à les honorer. Parce que c'est très rare de voir des architectes gagner des prix, c'est très rare de les voir atteindre ce palmarès, mais nous estimons que avec le gouvernement actuel, on y arrivera. Parfait. Alors, parlons des grands chantiers que nous observons. Comment est-ce que l'Ordre apprécie cette évolution des marchés urbains, l'aéroport qui est rénové, des routes asphaltées, des ponts? D'abord, ça vous permet d'avoir du boulot. Oui, mais ça nous permet d'avoir du boulot, mais quelque part sur le plan continental, il faut noter quand même qu'il y a un progrès, une transformation, une dynamique. Il y a à peine 3 jours, j'étais avec un ami togolais qui n'est plus jamais venu au Bénin depuis 5 ans, mais il était ébahi de voir tout l'axe de l'aéroport, enfin de l'aéroport passant par Erevan pour aller jusqu'à un niveau à Ouida. Il était étonné de voir tout ce tronçon-là en pleine transformation. Bon, donc c'est l'expression quand même d'un dynamisme à un niveau supérieur, mais également c'est l'expression également du comportement positif des architectes locaux. Donc que nous avons au Bénin, il ne faut pas oublier que nous sommes quand même 256 architectes et qu'il faut absolument arriver
à faire en sorte que les cabinets d'architecture, les architectes, donc je ne dirais pas que nous sommes éminents pour l'instant, mais les architectes quand même qui ont un niveau de technicité appréciable, il faudrait que nous arrivions à faire avancer ces cabinets, ces architectes de manière à ce que nous accompagnions donc l'évolution de cette architecture, l'évolution positive remarquable de cette architecture. Avant de retrouver M. Atoki et puis M. Alfred, M. Soglo, la question de la formation, comment est-ce que ça évolue au Bénin? La formation des architectes. Oui, la formation. Bon, j'ai la chance d'avoir en face de moi le président Paul Gonçalves, qui est un enseignant au niveau de l'école d'architecture de Lomé, tout près ici. Et je crois que... Oui, c'est la seule école dans la sous-région? Oui, c'est la seule école, puisque le Bénin fait partie des pays qui, comment appelle-t-on, sont membres de l'EAMO. Donc, en fait, ce n'est pas facile de gérer une école d'architecture. Ça, je vous le dis tout de suite. Une école d'architecture, ce n'est pas une école où on peut tout se permettre. C'est plus compliqué que l'école de médecine. Ben oui, c'est plus compliqué que d'autres professions. Donc, je ne veux pas toucher à certaines professions, mais c'est plus compliqué, c'est complexe. Vous voyez? Et donc, il faut avoir d'abord le cadre. Et il faut avoir, en plus de cela, des curricula de formation bien organisés. Et en plus de cela, maintenant, la disponibilité des enseignants. N'importe qui ne peut pas aller enseigner dans une école d'architecture. C'est pour ça que je vous disais tantôt que le président du Conseil national de l'ordre, qui est en face de moi, il connaît mieux le sujet que moi. Mais je peux vous dire simplement qu'au Bénin, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a déjà commencé des démarches. On forme déjà jusqu'au niveau licence en architecture. Vous voyez. Et donc, nous, notre souhait, effectivement, puisque nous sommes en manque d'architectes encore, vous voyez, notre souhait, c'est que s'il y a possibilité d'aller au-delà de cette formation en licence, nous, on va applaudir cela. Je crois que avec le temps, peut-être, on peut peut-être essayer de voir si cette possibilité-là existe et si on peut accompagner le gouvernement dans ce sens. Je pense que le Conseil national de l'ordre des architectes, au moment opportun, pourrait peut-être aller dans ce sens. Oui, Monsieur le Président, sur la question de la formation, la nécessité de disposer d'une école au Bénin. Bon, il faut d'abord, comme il a dit, noter que le Bénin fait partie d'une école qui regroupe 14 pays. Okay. Donc, UEMOA et CEMAC. Bon, donc, à ce titre, jusqu'à un niveau donné, je crois que le Bénin est en train de fournir des efforts pour mûrir d'abord l'expérience de ceux qui sortent de ce niveau de licence-là. Bon, donc, il y a beaucoup de cabinets aujourd'hui qui utilisent cela. C'est déjà un grand pas. C'est ça. Et il faut avouer qu'ils sont très efficaces. Ils ont le niveau, ils ont de bons enseignants, donc des architectes comme des ingénieurs de haut niveau. Bon, donc, la possibilité d'aller au niveau master, n'est pas à exclure, dans la mesure où il y a beaucoup de pays d'Afrique. Au Cameroun, il faut compter au moins 5 écoles d'architecture. Pourtant, le Cameroun fait partie de l'EAMO. Donc, il y a d'autres pays, même le Togo, qui a une école d'architecture qui s'arrête au niveau licence. Je crois qu'il ne faut pas exclure, à un moment donné, la possibilité également de former des architectes. Donc après, c'est-à-dire après la licence, de les hisser au rang de master. C'est ça. Allez, Monsieur Romaric Atoki, vous êtes d'une génération plus jeune d'architectes au Bénin, je peux me le permettre. Alors, quel regard portez-vous sur cette émergence d'une nouvelle génération d'architectes? Alors, moi je pense que, tout comme la ville aujourd'hui, de Cotonou, le pays je veux dire, il faut à un moment un développement urbain. De la même manière qu'il faut aussi une certaine mutation, c'est un vent en fait si vous voulez. Et ça, dans tous les domaines, il y a toujours eu un vent qui souffle, qui permet en fait d'avoir une certaine évolution dans un domaine précis. Parfait. Et pour venir sur l'architecture, je pense que c'est aussi la même chose, c'est une question de vent. On a eu nos pères qui, la plupart du temps, dans l'ancien temps, avaient fait la Russie, d'autres ont fait les États-Unis. Donc, quand on parle d'architecture, il y a un style architectural.
D'accord. Aujourd'hui, les gens vont au-delà. Il y a pas que la France. Ils vont aux États-Unis, au Canada. D'autres vont en Asie, au Japon. Moi, j'ai commencé mes études supérieures au Japon, justement, par exemple. Donc, on a justement ces personnes-là qui apprennent dans ces pays, qui vont au-delà des frontières où nos pères n'étaient pas allés. Donc forcément, ça crée un changement, une mutation qui vient justement rehausser aussi le niveau architectural et qui permet d'avoir une qualité de production qu'on voit dans nos villes justement avec les bâtiments. Mais avec donc, ça, vous avez encore plus de défis à relever que vos aînés. Est-ce que je dirais qu'on a plus de défis à relever? Puisqu'aujourd'hui, les réalités ont évolué également. Tout à besoins... fait. Les besoins et les fonctions. Vous savez, aujourd'hui, le métier d'architecte, pour faire une conception, il y a des normes qu'il faut respecter. C'est ça. On a eu Covid. On a vu, heureusement, le Bénin n'était pas confiné, mais on a des pays où ils ont confiné toute la population. Absolument. Et quand vous vous retrouvez dans un appartement de 20 mètres carrés avec 5-6 personnes, voire plus, vous imaginez que le mètre carré par personne n'est pas... il faudrait qu'il soit assez significatif. C'est ça. Donc ça nous ramène, nous, en tant qu'architectes concepteurs, de repenser l'espace aujourd'hui. Parce que rien n'exclut que demain, on aurait peut-être un Covid bis, un Covid en mal. Donc aujourd'hui, il faudrait que nous, en tant qu'architectes, on puisse penser à la fonctionnalité et voilà, comment améliorer le cadre bâti pour justement satisfaire tout le monde. Parfait. Nous avons avec nous ce soir également monsieur Alfred Rouillon, président de l'ONG Agir, qui a un œil avisé sur les questions relatives à l'environnement. Pour lui, enfin, pour vous, c'est nécessaire de tenir compte de cette réalité-là, l'environnement, dans la gestion, n'est-ce pas, des projets. Effectivement, merci monsieur le journaliste. Je remercie déjà mes collègues, en quelque sorte, les architectes qui représentent le pays, qui font un très bon travail, merveilleux. J'ai vu le boom architectural qu'il y a eu depuis l'avènement du régime et j'ai beaucoup apprécié. Cependant, étant environnementaliste et éternel et satisfait, je pense qu'au niveau de l'environnement, il reste quand même beaucoup à faire. Au niveau de l'architecture et de la construction de la cité, surtout quand on parle de cité durable, ville intelligente. Et le nœud de tout ça, c'est l'environnement, en fait, parce que c'est là où il y a, et c'est là où on puise et ce qui est naturel, ce qui est résilient pour pouvoir mettre en place un projet architectural durable. Donc à ce niveau, je ne vois pas encore l'intégration vraiment du potentiel environnemental disponible au niveau du paysage que les architectes intègrent. Je vais dire la vérité, en réalité, l'architecture, vu que vous voyez tout à l'heure, le collègue parlait du Japon, et ceux qui allaient en Russie, tout le monde allait en France, il y avait plein de DPLG, c'est ça, non? Diplômés par le gouvernement français, il y avait tellement de points. Donc, le schéma est tout de suite, le corpus est tout de suite versé sur l'occidental. Et progressivement, ils ont commencé par s'adapter aux réalités du terrain, comme dans tous les secteurs, hein, même en agronomie. C'était comme ça, on faisait des choux-fleurs, après, on a commencé par faire nos mains, nos boumins, et ainsi de suite. Donc, pour ça, je vais dire qu'il y a un véritable gap au niveau de l'environnement et au niveau de l'architecture. Parce que c'est vrai qu'ils conçoivent les bâtiments, ils mettent une beauté architecturale qui tient, qui donne du goût, mais quand on regarde le potentiel environnemental intégré, ça devient carrément nul. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas seulement de mettre de l'environnement du verre. Il s'agit de revoir, par exemple, si je vais prendre le verre, c'est parce que l'environnement n'est pas que le verre. On ne peut pas occulter l'environnement au verre, mais si je donne cet exemple, par exemple, le Bénin, on a quand même 2807 espèces végétales qu'ils ont comptées. Eux-mêmes, il y en a plus. Je sais qu'il y en a plus. Répertoriés par les binationales du Bénin. Alors, les c'est à l'université d'abord. Oui, c'est à l'université. On n'a qu'un seul billet au Bénin pour le moment. Il y a d'autres qui sont en train d'être développés à Parakou, l'université de Parakou, mycologie, pour se nourrir, tout ça. C'est bon. Mais les billets nationaux de référence, c'est à Gomé-Calavi. 2807 espèces. Vous savez qu'au niveau des plantes, il y a aussi l'architecture des plantes. L'architecture des plantes érigées, les plantes enracinantes, les plantes traçantes, les plantes pour faire le milieu végétal, les graminées pour faire le gazon. On ne retrouve pas ça dans le paysage, l'aménagement. Et ce n'est pas leur faute. C'est vrai qu'ils ont leur part de responsabilité, les architectes. Mais la faute, c'est le fait qu'il n'y ait pas un collège qui passe du brut à la transition de l'utile. Lorsque les gens font les recherches à l'université, plantent avec plein de soutenance,
on les garde dans la sphère universitaire. Ça ne sert même pas à la famille. Alors qu'il faut démultiplier ces recherches. Je dis, quel est le gazon de chez nous? Il y en a près de 400 gazons au Bénin. Ah oui. Quel est le gazon de chez nous utiliser qu'on peut intégrer dans le paysage, qui va le plus résister et permettre même un projet architectural durable et authentique? Il n'y a pas. Vous voyez, les plantes, on a des plantes. Je vois tout ce qui est fait, c'est des plantes importées. D'abord les Portugais et les Français. C'est ça seulement qu'on retrouve au niveau des fleuristes. Parce qu'ils ont hérité le métier de fleurs, de ces fleuristes là, les jardiniers, ils ont hérité ça de ceux qui faisaient les jardins des colons, quoi. Et ils ont maintenu ce patrimoine. Alors qu'on a 2807 espèces à fleurs. On a quelques gymnospermes qui sont des plantes sans fleurs, mais la majorité, nous sommes même le règne des plantes à fleurs. C'est-à-dire c'est nous les rois des plantes à fleurs. Ça veut dire que toutes les plantes sont pratiquement des fleurs. Et des arbres intéressants avec architecture différente, érigés, ordonnés, désordonnés, ça dépend de ce qu'on veut représenter dans le paysage. Donc moi je vois ce gap-là et je disais que c'est pas seulement leur faute, ils ont le pas de responsabilité, mais aussi à le fait que chaque gouvernement vient avec une rapidité d'obtenir quelque chose, ça ne donne pas le temps de construire l'horticulture, de construire l'arboriculture fruitière, parce qu'il faut de la construction pour avoir le matériel. Il y a des plantes qu'on ne peut pas multiplier, par exemple, aussi rapidement parce qu'il n'y a pas de recherche sur ça. C'est des graines qui sont récalcitrantes, qui ont peut-être trop d'huile, qui pourrissent, qui n'aiment pas. Des plantes qui peuvent faire du bouturage. Eux, ils ont beaucoup besoin du bouturage, des clones. Et on n'a rien. On n'a rien de tout ça. Donc, vous voyez, il y a ça qui manque. Et moi, ça me gêne. J'étais rentré en 2016 pour ça. Il dit, voilà un bon gouvernement. Nous allons développer l'horticulture pour leur fournir les plantes pour l'alphatage. Ah, mais après, c'est allé dans tous les sens. J'ai fait mes listes de plantes. J'ai sélectionné celles qui sont bonnes. Parce que ici, c'est encore plus compliqué. Il faut avoir des plantes qui ne sont pas très sensibles à nos pratiques culturelles. On ne peut pas planter tout. Donc, j'ai mis tout ça, j'ai trié. Je ne sais pas là où c'est. J'ai présenté ça au ministère du cadre de vie. Donc, voilà un peu ce que je peux dire en résumé, quoi, pour dire mon sentiment de je veux qu'ils aillent plus loin. Et qu'ils nous aident aussi, nous les agronomes, les fleuristes, à mettre en place ce dont ils ont besoin. Parce que les architectes doivent avoir la demande. Je veux tel arbre. Ils font par exemple un bâtiment ministériel que j'ai vu là, qui est très bon. Ils ont intégré le verre, les murs végétaux, tout ça. C'est super, mais on a des plantes intéressantes qui sont restées en brousse, peut-être la dernière espèce qu'on peut utiliser pour les murs végétaux. Mais il faut bien, ils sont pressés, ils ont des contrats, ils sont dans le privé, métier libéral, c'est pas facile. Est-ce que le gouvernement va les accompagner pour faire la demande afin que nous, qui sommes comment on appelle, des agronomes, des jardiniers, du lycée Koulibaly, lycée Mehdi, on va pouvoir rentrer dedans et leur produire les plantes qu'il faut à partir de notre patrimoine végétal. Ça, c'est l'exemple seulement des plantes. Après, on va venir sur un autre aspect environnemental. Vous voyez, monsieur le vice-président, il prenait note, certainement qu'il y a des éléments de réponse à vos préoccupations. Non, je n'aurai pas de réponse à cette préoccupation, mais plutôt je vais dans son sens. Et je vais lui l'assurer et le réassurer que nous, en tant que professionnels du cadre bâti, nous avons besoin d'eux. C'est ça. Parce que nous ne pouvons faire aucun projet sans aller dans vraiment le choix correct des plantes, comme il a dit. C'est pour ça que j'ai tout noté. Et je pense que nous allons travailler ensemble de manière à ce que réellement nos projets, puisque tous les projets qui se développent aujourd'hui, vous-même vous allez constater que la verdure est au cœur de ces projets. Et je vous dis, nous sommes ici à côté de vous. Le projet qui est en cours au niveau du stade général Mathieu Kekou, le pôle commercial, vous allez voir l'aménagement qui est prévu là. Parce que c'est dans une continuité de l'aménagement de la ville. Et ça, je pense que je ferai tout possible pour qu'ils rentrent en contact avec l'entreprise qui a en charge actuellement la réalisation de ce projet pour que nous puissions réellement obtenir des propositions qui nous arrangent. Voilà. Monsieur le Président, vous avez un mot sur la question relative à l'environnement, qui est un défi majeur? Oui, merci. Mais quand on parle du fait que l'architecture, c'est là de concevoir et de construire un bâtiment, mais ceci en forte liaison avec l'environnement et les cultures. Alors, il est tout à fait évident qu'on ne peut pas considérer
un seul bâtiment, une seule entité comme étant une construction, une belle construction. Il y a absolument le cadre environnant. Il y a la verdure qu'on peut percevoir à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc, ils doivent rentrer dans ce cadre-là. À ce titre, j'estime et je crois que nous aurons beaucoup donc, à gagner en collaborant avec des hommes comme eux, afin que les objectifs soient atteints. Merci. Monsieur Touké. Alors, pour ma part, je pense que je l'ai dit dans l'élément, absolument. Dans l'élément. Notre défi aujourd'hui, en tant qu'architecte, exerçant notre profession, c'est de mettre justement le verre au cœur de nos conceptions, au cœur de nos projets. Parce qu'on remarque le changement climatique et dans les années à venir, si on ne verdit pas nos artères, nos rues, nos architectures, je pense qu'on part vers un déclin, une catastrophe naturelle. Donc moi je suis tout à fait dans la même dynamique que vous. D'ailleurs j'essaie d'implanter en tout cas dans toutes mes conceptions, en tout cas au cabinet, cette main verte dans tous nos projets. Et après même dans l'aménagement intérieur, on arrive à imposer d'ailleurs parfois aux clients d'avoir des pots de fleurs, pas des fleurs justement synthétiques ou artificielles, mais des plantes naturelles pour justement créer, comme je le disais, un microclimat dans chaque pièce du bâtiment. Alors, Monsieur Alfred, dans les projets que nous observons, n'est-ce pas, est-ce que vous avez encore des inquiétudes sur l'impact, toujours au niveau de l'environnement, sur la protection des écosystèmes? Oui, merci beaucoup. Et Monsieur Eric, nous avons par exemple aujourd'hui un projet qui est en train de construire des collecteurs pour lutter contre l'inondation. C'est un vrai problème ici à Cotonou. Oh, oui, ça c'est... Mon inquiétude est grande. Malheureusement, c'est pas les architectes qu'on va attaquer parce qu'ils sont sur la braise. C'est des projets souverains. C'est-à-dire c'est des domaines de patrimoine naturel, des domaines de volonté politique supérieure, même pas député. C'est-à-dire, c'est autour du chef de l'État, il faut des gens qui aident le chef d'État. Parce que le chef d'État a la vision. Lorsqu'il a parlé du grand Lokwe, c'est la vision sublime de la conservation de la nature. Parce que quand on dit grand, il n'y a pas saucissonnement. Ça veut dire qu'on veut regrouper tout ce qui est découpé, saucissonné, tout ce qui est détruit, on veut le regrouper en grand. Alors, quand c'est comme ça, et quand vous parlez d'inondation, vous savez très bien que l'inondation à Cotonou n'est pas un phénomène naturel. C'est un phénomène créé par les programmes d'aménagement urbain. Je le dis et je le signe. C'est vrai que c'est censé régler un problème. Les autorités n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Malheureusement, je ne suis pas fonctionnaire, donc je me permets de dire la vérité. C'est les programmes d'aménagement et ces ciblés, ces compteurs qui ont créé le plus d'inondations. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la lecture du paysage. C'est un paysage pittoresque qui draine l'eau sans aller à la mer. Pour aller à la mer, c'est Badagry. Les Français en 1885, ils ont créé un chenal pour libérer Cotonou, pour que l'Ouémé rentre dans la mer. Vous voyez, mais ça balance chaque fois. L'eau va toujours à Badagry. Du coup, vous allez voir plein de collecteurs qui vont à la mer. Ça ne joue pas le rôle. Ça veut dire que c'est un reflux d'eau. Deuxièmement, vous allez voir plein de coups d'eau, parce que les coups d'eau sont uniques. De Ouida Est jusqu'à Badagry, les coups d'eau vont dans le même sens. Mais quand ils ont cloisonné avec les ponts, les petits ponts, ponceaux, avec les trucs, et on est même dans un schéma où on a comme l'impression qu'on a des marais à Cotonou. Des bassins, c'est faux. Il n'y a pas de marais à Cotonou, par exemple. Il n'y a que des coups d'eau. Donc, dans ce schéma, ça veut dire que l'inondation, vous voyez, c'est une inondation provoquée. Maintenant, vu l'urgence, et vu que le chef de l'État a une grande vision de Grand Lokwe, est-ce que ce n'est pas le moment de décloisonner ces coups d'eau? Parce qu'à chaque fois, il y a une inondation dans le premier bassin, et on dit les gens, ça inonde, ça monte, ça inonde tout le monde au niveau de la berge. On dit que les gens achètent des maisons dans l'eau. Or, ce n'est pas le cas. Généralement, les gens ne s'installent pas dans l'eau. Il n'y a pas d'humains qui s'installent dans l'eau. Ils s'installent surtout sur des crêtes et un peu vers la berge. Maintenant, si l'eau monte, c'est normal que la berge, les gens de la berge soient inondés. Deuxièmement, j'ai beaucoup de soucis parce qu'on a parlé par exemple des plantes tout à l'heure. Je ne voulais pas monopoliser la parole. Je voudrais que les anciens... On a parlé beaucoup de plantes, mais le plus gros souci, par exemple, le collègue d'en face a parlé de plantes d'intérieur. C'est super. Alors que, est-ce que vous savez que les marécages de Cotonou sont les plus grandes réserves de plantes d'intérieur qui flottent sur l'eau? Parce que les plantes d'intérieur, qu'est-ce qu'on utilise? C'est l'eau. Ouais, les plantes qui flottent sur l'eau, les plantes flottantes, je ne parle pas de la jacinthe d'eau, qui est une plante qui n'est pas de chez nous,
qui est venu juste pour dépolluer l'eau. Donc je parle des plantes de chez nous, les hypoméae consorts, c'est les meilleures plantes d'intérieur. Mais quand j'ai vu, par exemple, j'ai vu une dame la fois dernière à qui une architecte a proposé des plantes d'intérieur, j'ai vu que des espèces exotiques. Alors qu'on a plein d'espèces locales, type pilule dans nos marécages, mais malheureusement, quand on fait un aménagement, on ne fait pas l'inventaire de ce qui est utile, ce qui n'est pas utile. Parfait. Pour pouvoir poursuivre. Donc c'est ça, aussi au niveau de l'eau, il faut vraiment qu'on intègre l'eau dans le paysage et que les architectes vont en venir. Je voudrais leur proposer vraiment d'intégrer l'eau dans la dynamique. Ça va venir. Merci à vous, monsieur Alfred Rouillon. Également, monsieur Gonzalez, vous avez été réélu, je l'annonçais justement. Alors j'ai une question pour vous, maintenant que vous êtes à nouveau à la tête de l'ordre des architectes du Bénin, quelles sont vos actions pour les 2 prochaines années à venir? Où comptez-vous conduire l'ordre? Merci. Merci. C'est votre 2e mandat? Effectivement, c'est mon 2e mandat. C'est son second mandat. Ah, sinon il y aura un 3e. Non, c'est son second mandat. La réélection est différente du 2e mandat. Et sa réélection, ça a été fait de façon démocratique? Ah, ben toujours. C'est le second, c'est le second et le dernier. Ah, monsieur Oteko est là. Donc, non, au niveau de l'ordre, jusqu'à preuve du contraire, la démocratie règne. Et je crois que quand le 17e conseil de l'ordre que le président Gonçalves a mené avec son équipe, a présenté son bilan moral et financier, on a applaudi. Et quand il s'agissait de refaire les élections, il n'y a pas eu de concurrent. Parce que tout le monde a vu que le bilan était vraiment très positif. Voilà. Allez, monsieur le président, parlez-nous de vos projets. Bien, merci. Il y a d'abord un point très important qu'il faut mentionner ici, que l'UOMOA est en train d'imposer à tous ses États membres la nécessité donc de créer des lois sur l'architecture. Ok, d'accord. Et dans ce cadre, étant donné que nous dirigeons l'Ordre national des architectes et des urbanistes, nous avons cette obligation de créer, de mettre en place, de faire passer la loi sur l'architecture et la loi sur l'urbanisme. Donc c'est un défi très important qui est déjà lancé. Une lettre a déjà été introduite au chef auprès de la présidente de la République et qui fait son circuit. Et nous estimons qu'avec le concours de notre ministre du cadre de vie du développement durable, on y arrivera. Alors, donc, partant de là, c'est ce qui nous a permis de lancer le grand chantier de l'extension du siège de l'ordre des architectes et des urbanistes, qui sera un creuset, non seulement culturel, mais un creuset de formation. Formation des jeunes architectes, formation de base comme formation continue, parce que nous avons beaucoup d'architectes qui sont, certains sont à la retraite, certains sont d'un âge donné, d'un âge avancé. Nous estimons qu'il faut procéder à un recyclage. Il faut faire des formations. Donc, en andragogie, donc il faut faire des formations, tant des jeunes que des anciens, et les locaux en extension, donc qui seront mis en place, ces locaux serviront de vivier à cet échange-là. Des cabinets d'architecture comme des architectes peuvent venir. Donc dans ce siège-là, il y a assez de locaux, ils peuvent venir travailler, confronter les idées, échanger des idées. Parfait. Voilà. Bonne chance à vous pour votre second mandat et non 2e mandat. Merci à vous. Et bien c'est la fin donc de cette émission. Madame, monsieur Canal Enquête, j'étais avec monsieur Aimé Paul Gonzalves, président de l'ordre des architectes du Bénin. À côté de lui, justement, monsieur Romaric Atoké, architecte, directeur du cabinet Global Archiconsult. Merci vraiment d'être venu sur le plateau de Canal Enquête. Et puis de ce côté, j'ai monsieur Alfred Rouillon, président de l'ONG AG. Merci vraiment d'être venu. Et puis monsieur Narcisse Justin Soglo, vice-président de l'Union des architectes d'Afrique et puis directeur du cabinet Triomphus. Merci également d'être venu. Madame, monsieur, c'est la fin de ce numéro. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À très bientôt et puis bonne et heureuse année à vous.